Alain Badiou et puis quelqu'un qui est assez proche de lui, comme Slavoj Žižek, sont toujours très attachés à la psychanalyse lacanienne. Comment expliquer ça, cette permanence de la psychanalyse qui est très prononcée en France? Je vois que la psychanalyse décline presque partout dans le monde en tant qu'enseignement pratique, sauf en Argentine et en France. Je vais raconter une histoire amusante. Allez-y. Donc, après la publication de notre livre en France, avant que le livre ne soit traduit ni en anglais et pas en espagnol, on débattait déjà le livre en Argentine dans la presse. Et donc, on m'a invité à passer une semaine à Buenos Aires. J'ai donné des conférences et évidemment, donc vous savez qu'à Buenos Aires, il y a plus de psychanalystes que d'habitants. Bon, c'est une exagération, mais pas trop. Et la moitié des psychanalystes sont lacaniens. Alors, vous pouvez imaginer que donc j'ai présenté le livre dans les conférences, mais beaucoup de questions du public portaient sur Lacan. Et donc, dans l'une des conférences, je crois que c'était à la Faculté des Sciences, quelqu'un me posait la question et il disait « Mais admettons que ce que vous dites à propos des écrits de Lacan sur les mathématiques et la physique, admettons que c'est de la pure foutaise, mais qu'est-ce que ça démontre à propos du reste de son œuvre ?» Et j'ai donné ma réponse standard, c'est en principe rien. Disons 1% ou 2% de ses écrits portent sur les maths, et c'est en effet de la pure foutaise, mais l'autre, ça pourrait être brillant, ça pourrait être aussi de la pure foutaise, ça pourrait être quelque chose entre les deux. Et nous ne voulons pas préjuger ça, parce que ce n'est pas notre domaine, mais les défenseurs de Lacan ont un chemin clair devant eux. Ils doivent indiquer les parties de l'œuvre de Lacan qu'ils considèrent valables, expliquer ces parties dans les termes que nous pouvons comprendre, et alors on peut en débattre. Et moi et Jean, nous ne voulons pas préjuger le... Donc, j'ai dit, les défenseurs de Lacan doivent séparer le bon grain de l'ivraie dans l'œuvre de Lacan. Et moi et Jean, nous ne voulons pas préjuger le résultat d'une telle analyse, mais si à la fin, on voit que toute l'œuvre de Lacan, c'est de l'ivraie, tant pis pour lui. Et tout l'auditoire, 200-300 personnes, éclate en rire. Et je me dis, pourquoi? Je ne comprends pas. Donc, je demande à mon collègue argentin, parce que je parlais espagnol, et je disais, tienen que separar el trigo de la paja, le bon grain de la paja, la paille. Et le problème, c'est qu'en argot argentin, paja signifie masturbation. Donc, sans le savoir, j'ai dit, si à la fin, on trouve que toute l'œuvre de Lacan, c'est de la pure masturbation mentale, tant pis pour lui. Donc, sans le savoir, j'ai dit exactement ce qu'il fallait dire. Mais comme il dit souvent, c'est injuste pour la masturbation. Tu sais, bon, je pense que tu es un peu trop... à part la blague sur l'espagnol, je pense que tu es un peu trop gentil, parce que tu as aussi dit, tu m'as dit... tu cites cette phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, où nous avons rencontré les grandes personnes et ça n'a pas amélioré notre opinion à leur égard. Depuis la parution du livre, on a quand même beaucoup de contacts. Moi, j'ai été invité à... Bon, d'ailleurs, je leur reconnais une grande honnêteté. J'ai été invité à des conférences de psychanalyse et j'ai été invité, j'ai parlé à Valence, justement avec des lacaniens. C'était d'ailleurs intéressant parce que j'avais relu La science et la vérité, ou je ne sais plus. Et en fait, il y avait un type qui parlait catalan. Moi, je suis pas comme Alain, je connais pas toutes les langues. Mais je comprenais parce que c'était tellement proche du français, une langue latine très proche du français, et c'était du lacanien, donc je comprenais, tu vois, ce qu'il racontait. Mais, comment dirais-je, je veux dire, le problème de la psychanalyse, en général, et Lacan en particulier,
c'est qu'il y a deux questions qu'on peut poser. C'est une, si ce sont des théories, où sont les tests empiriques qui montrent que ces théories sont vraies? Si ce sont des thérapies, où sont les tests qui montrent que ces thérapies sont efficaces? Moi, je n'en connais pas, d'accord? Quand j'étais à cette conférence de psychanalyse, j'ai dit, voilà, vous devriez filmer les séances, éventuellement en cachant l'identité des gens, etc., de façon à avoir un matériau brut sur lequel vous pourriez travailler. Et ils m'ont dit, ça c'est une bonne idée. C'était pour les 100 ans de la naissance de la psychanalyse, je veux dire, en 2000, je crois. Donc c'était quelque chose d'un peu bizarre, qu'ils ne se sont jamais posé la question de tester leur théorie. Ils se la posent très peu. Et ça, évidemment, ça c'est désastreux. Donc moi je pense qu'effectivement, il y a une personne dont tu vas peut-être parler, qui est Jacques Van Riller, mon compatriote, et lui, il a évidemment... psychologue. Psychologue scientifique. Oui, c'est ça, on va dire scientifique, et qui est qui est de la même université que moi d'ailleurs, que je connais bien. Et lui, il a critiqué ça en long en large, mais ce sont les deux questions qu'il faut poser, auxquelles il n'y a pas de réponse. Et chez Lacan, c'est évident, je pense, je devrais retrouver la citation, mais il dit quelque part qu'effectivement, ces thérapies ne guérissent pas, quoi. Et que c'est pas à ça que ça sert à se connaître soi-même. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, peut-être à se connaître soi-même, soi-disant, mais bon. Alors, en ce qui concerne Jacques Baudrillard, il faut peut-être citer, donc il a coordonné le livre noir de psychanalyse, et puis il faut aussi dire qu'il a été psychanalyste. Oui, il a été lacanien, il était à Louvain quand Lacan est venu, il était là, moi j'étais là aussi, mais lui était très fort dans les disciples de Lacan à l'époque, quoi. Et alors, il a écrit Les illusions de la psychanalyse, qui est un livre que je recommande toujours, qui est un des livres les plus pédagogiques sur la psychanalyse. Mais pourquoi ça survit en France? Je ne sais pas, il y a évidemment aussi une question. Avec les attaques d'Elisabeth Roudinesco, qui tape très dur dès qu'on s'attaque à la psychanalyse. Oui, ça je sais, oui. Allant des fois jusqu'à des accusations assez abjectes. Tu veux dire d'antisémitisme ou quoi? Oui, évidemment. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Elle va jusque-là. Je crois qu'elle a accusé Jacques Baudrillard d'antisémitisme. Oui, je pense. Ben aussi, non, c'est parce que Van Riller a cité, il y a un type Benesto, là, qui est supposé être d'extrême droite. Alors, mais Benesto est aussi un type qui critique la psychanalyse. Vous pouvez critiquer la psychanalyse d'extrême droite, pourquoi pas? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai ou faux? Je veux dire, je vois pas pourquoi les gens d'extrême droite pourraient pas scientifiquement être dans le vrai sur certaines choses. Et donc, voilà, le fait qu'il ait eu un lien avec Benesto a été utilisé alors hors de toute proportion pour le diaboliser. Mais Elisabeth Roudinesco a aussi dit que j'avais écrit la préface à l'industrie de l'Holocauste de Norman Finkelstein, et il suffit de regarder sur le web pour voir que c'est pas vrai. Je veux dire, je n'ai pas écrit la préface, j'ai écrit la préface à un autre livre de Finkelstein, mais pas à celui-là. Donc, je veux dire, oui, il suffit d'aller. Je trouve ça étonnant qu'ils arrivent à mettre dans des livres des trucs. En 30 secondes, on va sur Amazon, sur Google, etc. On voit que c'est faux. Il n'y a personne qui vérifie, quoi. La négligence intellectuelle va très loin. Je cite un cas qui me semble emblématique, par exemple sur France Info, la chaîne de Radio France, l'information en continu, a une psychanalyste qui vient toutes les semaines parler d'un sujet plus ou moins lié à l'actualité. Et c'est tout. C'est-à-dire sur France Info, si on veut des points de vue en matière de psychologie, tout ça, on a accès qu'à une psychanalyste. Je trouve ça assez incroyable, mais bon, en France, ça semble encore possible. Oui, je sais. Oui, il y a la situation en Argentine, j'imagine, mais dans d'autres pays, apparemment, la psychanalyse régresse, mais en France, mais évidemment, un des problèmes aussi, c'est purement, on va revenir à une analyse matérialiste au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que Lacan, évidemment, a produit un grand nombre de disciples. Apparemment, les psychanalyses dites, je ne sais pas, didactiques, se faisaient en grand nombre chez lui, donc évidemment, tous ces gens doivent gagner leur vie et ils n'ont pas... Ils ne vont pas devenir mathématiciens à 45 ans, ni maçons, ni... bon. Et donc, il y a une espèce d'industrie de la psychanalyse qui est là et qui arrive à se perpétuer, qui fait du lobbying aussi, parce que quand il y a eu l'amendement Accoyer, je ne sais pas si tu peux expliquer ce que c'est ou si tu te rappelles ce que c'est, mais il y avait un amendement qui voulait d'une certaine façon professionnaliser la profession de psychanalyste. Il y a eu une montée au créneau de... Enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas...
professionnaliser, on professionnalise bien le médecin. Moi, je peux pas m'installer et dire salut, je suis médecin, je veux dire, et faire de la thérapie par les plantes, je veux dire, et la psychanalyse, c'est un peu le même statut. On pourrait essayer de codifier cela, d'accord? Il y a eu une levée de boucliers, alors ça a été vraiment la totale, parce qu'on a eu Bernard-Henri Lévy, mon ami Bernard-Henri Lévy, qui s'est monté au créneau à parler de totalitarisme. Alors on ressort toujours le fait que les nazis étaient contre la psychanalyse, ou les communistes, enfin des trucs comme ça, qui sont des non-arguments, mais bon, des trucs comme ça. Et alors, voilà, c'est réglementé, c'est enrégimenté, c'est de la folie furieuse. C'est une pratique médicale. Si c'est une pratique médicale, alors on peut la tester, on peut la, comme l'homéopathie, comme, je sais pas, comme... Et d'après les travaux qui ont été effectués dans ce sens, l'efficacité est très faible, voire nulle, voire encore négative. C'est-à-dire que bon, il faut lire les travaux de Jacques Vandrillard, mais dans de nombreux cas, la santé du patient se dégrade suite à la psychanalyse. Oui, j'en m'étonne pas. Hein. Ça encourage le narcissisme déjà relativement répandu chez certaines personnes. En France? Non, ça je n'ai pas dit. Alors, on va en arrêter là avec la psychanalyse. Je passe à un autre sujet. Alors c'est une question, même si j'ai un peu une idée de la réponse. On parle beaucoup de post-vérité et de fake news là, depuis un an, notamment avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Alors est-ce que ces phénomènes, est-ce qu'ils ont un rapport avec les formes d'irrationalité et de nonchalance intellectuelle que vous dénoncez, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Pour moi, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que maintenant, les médias dits mainstream ont inventé, je veux dire qu'ils ont inventé un truc qui sont des fake news, etc., et qui sont dus à Trump, aux partisans du Brexit, à l'extrême droite, etc. Bon. Et moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fake news dans ce cas-là. Mais d'abord, évidemment, ces gens-là n'ont pas grand-chose avec le postmodernisme, parce que le postmodernisme, c'est dans les milieux dits de gauche, etc. D'accord? Donc c'est encore... Il faut quand même séparer les problèmes. L'autre chose, c'est que moi, évidemment, je suis pas très politiquement correct là-dessus, mais j'ai l'impression que des fake news, il y en a énormément dans les médias mainstream. Il y a toute l'hystérie maintenant sur le Russia, l'interférence russe dans les élections américaines, dont j'attends toujours de voir une preuve significative. Il y a eu un incident très très grave qui était l'usage des armes chimiques en 2013 en Syrie, qui a été blâmé sur le régime, mais je peux te citer une étude du MIT qui montre que c'est très peu probable, sur une base d'études physiques, et je ne vois pas des spécialistes du MIT se tromper sur ces choses-là, ni raconter des carabistouilles pour faire plaisir au régime syrien. Bon. Donc, il me semble qu'il y a énormément de choses où les médias sont unanimes, tous les médias, et les médias dits libéraux, dits de gauche, donc Le Monde, Libération, Le Guardian, La Repubblica, El País, etc., et puis dans le New York Times, le Washington Post et tout ça, sont les médias libéraux, ils sont tous anti-Trump, donc bon... Tous ces médias-là, ils ont pris la main dans le poids confiture en ce qui concerne des fake news. D'accord? Ce sont peut-être pas les mêmes choses que Trump, mais bon. Et donc, je pense pas que c'est très lié, parce que c'est lié à la propagande de guerre. La propagande de guerre, elle existait dans la guerre de 14. Je veux dire, pour moi, c'est un autre problème c'est plutôt les médias mainstream qui ont l'air de... Parfois, je discute avec des gens, ils me disent, voilà, ça c'est l'effet du postmodernisme, on a des fake news qui, elles, viennent entièrement du camp dit d'extrême droite. Mais pour moi, elles viennent aussi du camp dit libéral ou démocrate. Et donc, pour moi, c'est simplement la question de la propagande, dont Russell parlait déjà dans la Première Guerre mondiale, dont Chomsky parlait en guerre du Vietnam. C'est un truc éternel et c'est pas trop lié au postmodernisme. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, je crois que chaque accusation de fake news, il faut l'analyser au cas par cas. Mais le lien que je vois avec le postmodernisme, c'est autre. Ce n'est pas que les postmodernistes produisent de la fake news, c'est plutôt que le postmodernisme et le relativisme nous empêchent de penser clairement. Et dans ce cas-là, il nous empêche de pouvoir lutter clairement contre la propagande et contre les mensonges. Ça, c'est le problème que j'ai entrevu il y a 20 ans quand j'ai publié Le Canulaire. C'était ma vraie motivation. C'est vrai que je ne prévoyais pas
les extrêmes de Trump, etc. C'était l'époque de Reagan, c'était peu après Reagan, c'était peu avant George Bush, le deuxième George Bush. Et je ne prévoyais pas le niveau de mensonge de Trump. Mais néanmoins, je prévoyais le danger. Et ça, c'était vraiment ma motivation. Il me semblait que la gauche et bon, les libéraux dans le sens américain aussi, ne pouvaient pas lutter contre les mensonges des conservateurs et de la droite si ils ne pouvaient pas penser clairement. Alors justement, en matière de pensée claire, vous avez tous les deux une position rationaliste et réaliste en matière de philosophie et d'épistémologie. Alors est-ce que vous pourriez expliquer, en des termes simples, mais ça je sais que ça vous convient, en quoi cette position se distingue des autres approches, et en particulier de l'approche relativiste? Mais, oui. Enfin, bon, pour le réalisme, moi je pars toujours du réalisme, de ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne, tu vois. Bon, maintenant je suis en train de parler avec Alan Sokal à Londres, ça c'est un fait voilà, que je sais par la perception immédiate, d'accord? Et avec toi, bon. Mais il se pourrait que je suis en train de rêver ou qu'en réalité je suis en train de nager dans une piscine et que j'ai une illusion, etc. Tout ça, c'est toujours possible, d'accord? Mais je ne le pense pas, et je pense que dans la plupart des cas dans la vie quotidienne, on est nécessairement réaliste, c'est-à-dire on pense qu'il y a un monde extérieur à ma conscience, qu'il y a des propriétés. Alan est extérieur à ma conscience, s'il fonctionne comme il fonctionne, c'est parce qu'il y a des propriétés intellectuelles, c'est un être humain, patati patata. Et donc, moi je pars toujours de ça parce que, effectivement, ça c'est le point d'ancrage qui te permet d'éviter de tomber dans l'idéalisme. Maintenant, ce qui est vrai, et ça c'est la vérité, ça ce qui est vrai dans l'idéalisme, c'est qu'évidemment, pour voir Alan, j'avais besoin de mes sens. Pour dire qu'Alan Sokal est un être humain, j'ai besoin du concept d'être humain. Et si j'en parle plus, j'ai peut-être besoin de... Je dis, voilà, c'est un américain, j'ai besoin du concept d'américain, si c'est un concept, etc., etc. Donc, j'ai besoin de concepts pour parler, j'ai besoin de structure mentale, etc. Et ça, c'est toute la difficulté de l'idéalisme. C'est qu'évidemment, pour interagir avec le monde objectif, j'ai besoin de certaines capacités, mais c'est pas pour cela qu'il n'y a pas un monde objectif avec des propriétés dont j'acquiers une certaine connaissance, qui elle-même est contingente, dépend de mes facultés intellectuelles, de ma culture, de mon histoire, etc., etc. Mais le saut là où on tombe dans l'idéalisme, c'est quand on voit cette connaissance du monde comme le reflet de mes connaissances, de mes structures mentales, comme un pur produit de mes structures mentales, et pas comme une interaction entre moi et le monde. Et ça c'est le débat, si tu veux, qu'on a, et où effectivement je pense que le relativisme, c'est l'idéalisme, plus alors le fait d'accepter différentes perspectives, et éventuellement finalement de différentes perspectives individuelles, collectives, sociales, aussi de dire que les catégories mentales que j'ai ne sont pas les catégories de l'esprit humain, mais sont le produit de ma classe sociale, de mon sexe, de mon histoire, de patati patata. Mais on reste dans l'idéalisme. Tu vois, pour moi, effectivement, il y a un rapport directement au monde. Mais évidemment, si on commence à parler de ce que c'est qu'un électron, ce que c'est que la force de gravitation, ce que c'est qu'un champ électromagnétique, ou tous ces concepts de la physique théorique, alors la question du réalisme devient plus compliquée. Et ça, j'en discute dans des articles plus techniques, on a discuté là-dessus. On a écrit un article dans une conférence à Bielefeld, à deux, mais... En effet, l'article est intitulé « Défense d'un réalisme modeste ». Oui, mais moi, en philosophie des sciences, nous voulons... Oui, moi, je ne suis pas très modeste. J'aime pas trop... c'est toi qui as trouvé le titre, mais moi, c'était ton titre. Mais c'est parce que c'est comme tu ne peux pas être à moitié enceinte, tu vois. Je veux dire, ou bien tu prends une attitude réaliste, ou bien tu prends une attitude... Tu vois, j'aimais bien... je crois que c'est Norman Levitt qui disait, évidemment... je suis réaliste, naïf, mais je sais que connaître la réalité est difficile. Tu vois, c'est pas une question de réalisme modeste. Et alors, je ne sais pas, Sankey, qui était ce philosophe australien, nous disait soyez naïf, tu vois. Parce qu'à un moment donné, effectivement, ou bien tu acceptes cette idée, alors tu essayes de comprendre le monde invisible,
à partir de le monde microscopique, le monde des forces, gravitation, etc. Alors là, tu essayes de combiner différentes facultés mentales pour essayer quand même de comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas la même chose que dans le réalisme de la vie quotidienne, mais ça reste une tentative de comprendre les propriétés objectives du monde. Et indépendamment du sujet, essayer d'échapper justement à sa propre subjectivité, à tout ce qui est le moi, tu comprends? C'est mettre le moi entre parenthèses et comprendre le monde. Ce sont deux perspectives totalement différentes. Alors la modestie, elle porte sur la possibilité que nous, êtres humains, avons de comprendre objectivement le monde. Ça, c'est autre chose. Mais mais c'est exactement comme on ne peut pas être à moitié enceinte, c'est-à-dire on est entièrement réaliste dans l'attitude, ou bien pas. Oui, le but, c'est de comprendre le monde. C'est ça, le but. Et on n'est pas sûr jusqu'à quel point on peut y parvenir. Non, ça c'est vrai, mais seulement l'idéalisme consiste à dire que c'est impossible, ou que ça échappe à tu vois, que ça échappe que la condition humaine échappe à ça, etc. Et ça, c'est avec quoi je ne suis pas d'accord. On pourrait, ça semble une question, je ne sais pas, évidente, mais pourquoi est-il important de défendre la méthode scientifique et d'insister, d'y revenir régulièrement, donc de défendre la méthode scientifique et l'objectivité en sciences humaines, ou d'essayer de tendre vers les critères de rigueur qui prévalent dans les sciences dites dures? Ben, disons, c'est évident. La question, c'est plutôt pourquoi y a-t-il une résistance à cette idée? Et à mon sens, bon, ça va pas être très populaire parmi les praticiens des sciences humaines, c'est simplement que si on regarde le problème honnêtement de la société, de la psychologie humaine, il est incroyablement compliqué. Donc, il est extraordinairement compliqué. Et alors, si tu veux, parce que tu devrais penser, si tu veux vraiment penser à la psychologie humaine, tu vas commencer par te poser la question de savoir ce qui est inné. C'est une question qu'on évite de se poser, d'accord? À laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse à la question que la question n'est pas importante. Donc, si on ne connaît pas l'inné, on ne sait pas très bien quel est l'acquis, parce que l'acquis, c'est simplement l'inné détermine la réaction de l'organisme à l'environnement. Donc, pour comprendre comment l'environnement agit, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'organisme, première chose. Alors, tu as la question de l'individu, puis tu as la question, évidemment, de savoir comment les individus se combinent dans la société, etc. Alors, vu l'immensité du problème, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire des banalités, on peut dire des choses fausses, on peut dire des choses de façon compliquée, ça c'est du Lacan par exemple, on dit des choses qui, comme on dit souvent, hein, ce qui est vrai est banal et ce qui n'est pas banal est faux, tu vois. Ou bien on peut faire, comme font les économistes, mais je suis aussi critique de ça, des modèles, hein, on imagine que les individus ont telle et telle propriété, que les courbes ont telle forme, etc., puis on montre des théorèmes, mais il y a des hypothèses là-dedans qu'on ne sait pas vraiment vérifier dans le monde réel, et alors c'est tout le problème des sciences humaines, c'est que mais je vois pas pourquoi je devrais avoir une autre attitude vis-à-vis des sciences humaines que ce que j'ai vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la cosmologie, vis-à-vis de toutes sortes de disciplines en sciences où j'ai l'impression que les choses sont très très compliquées et qu'il y a beaucoup de paramètres et que si on évite certains paramètres, alors je sais pas comment faire. C'est pour ça que moi j'ai toujours fait de la physique relativement non sexy et pas intéressant, c'est-à-dire la théorie des transitions de phase, des trucs comme ça, où effectivement il y a des tas d'expériences qu'on peut faire, on peut tester les modèles, on a des modèles qu'on peut analyser mathématiquement en grand détail, comme ceux sur lesquels Alain et moi avons travaillé. Mais évidemment, ça te dit pas ce que c'est que l'amour, quoi. Bon, ça évidemment. C'est ça mon problème avec les sciences humaines. Bien, en effet, quand on dit méthode scientifique, pour moi, ce n'est pas grand-chose. C'est la simple insistance que les affirmations empiriques devraient s'étayer par des preuves empiriques. Et c'est une chose très modeste et très naturelle, comme j'en dis, plus ou moins évident. Le problème, c'est que les gens évitent de le faire. C'est pas seulement en sciences humaines, aussi, depuis 10 ans, je m'attaque à la religion, qui, il me semble que la religion est beaucoup plus dangereuse que le postmodernisme. Ça concerne des milliards d'êtres humains et pas quelques milliers d'universitaires.
Et bon, c'est la même chose. On fait un tas d'affirmations sur l'histoire humaine, sur l'histoire de l'univers, sur la vie après la mort. Et où sont les preuves